Et donc, je vous propose de commencer le grand tour d'aujourd'hui. Donc, on accueille le docteur Podzik, qui est interniste néphrologue actuellement au CHU Bruckmann. Et donc, vous voyez, il y a toute une série de références. Un Neustadt qui vient par ici, dont un PhD sur les plantes chinoises. Ça, c'est une autre histoire. Et ce dont elle va nous parler aujourd'hui, ce sont les recommandations actuelles concernant la lithiase rénale. Agnieszka, tu peux Merci beaucoup. prendre position. Très bien. Merci beaucoup. Merci, professeur Kogan, pour cette introduction très jolie et surtout pour votre invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous, parler de sujets, voilà, les plans d'aujourd'hui. Pourquoi s'occuper de la lithiase rénale? Parce que, comme vous le savez, c'est d'abord une des plus douloureuses pathologies avec une qualité de vie qui est vraiment très faible. Il y a une augmentation évidente de l'incidence et de la prévalence de pathologies lithiasiques chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est un problème de santé majeur lié à une grande morbidité. Comme vous voyez ici, il y a une trend qui ne s'arrête pas d'augmentation de l'incidence et de la prévalence de pathologies lithiasiques tant chez les femmes que chez les hommes. Et à l'état actuel, on tire vraiment une grande sonnette d'alarme vers la communauté des néphrologues pour optimaliser le diagnostic et le traitement de pathologies lithiasiques. Ce qui est aussi inquiétant, que la lithiase augmente dans les populations précédemment non touchées, comme par exemple les données des États-Unis démontrent une augmentation de l'incidence dans la population afro-américaine, mais également, comme on avait dit, augmentation du risque de faire de calculs rénaux chez les femmes. Et ça, c'est dans toutes les publications de différents pays. Les facteurs lithogéniques qui prédisposent à la formation de calculs chez l'adulte sont bien connus et dans notre population à Bruxelles, on partage les mêmes facteurs qui sont liés à la formation de calculs. Lors de décroissance, ce sera une hypernatriurie, puis faible volume urinaire, passant par une hyperuricurie et hyperoxalurie. L'augmentation de la prévalence des pathologies lithiasiques est inévitablement liée avec l'augmentation de l'incidence de l'obésité et des syndromes métaboliques. Comme vous voyez ici, plus le BMI montre, plus la prévalence de lithiase augmente chez deux sexes. Il y a augmentation aussi grave de la pathologie dans la population pédiatrique. Comme vous voyez, les chiffres sont vraiment catastrophiques. Et ce sont des données de 2003. À l'état actuel, la prévalence est encore plus importante. Cependant, dans les enfants, contrairement aux adultes, la pathologie n'est pas liée avec l'obésité. Les enfants partagent le facteur l'étiologie est plurifactorielle. Cela est lié à une diminution de la consommation d'eau, augmentation de consommation de produits riches en sodium, diminution de consommation de produits laitiers et augmentation de l'utilisation des antibiotiques. L'alimentation de faible qualité, c'est-à-dire consommation de faible quantité de fruits et de légumes, et sedentary style life chez les enfants, ce sont des facteurs les plus fréquemment rapportés. Une partie des auteurs suggère que peut-être l'augmentation de la sensibilité de nos techniques d'imagerie radiologique pourrait également intervenir à cette croissance de reporting de lithiase chez les enfants et peut-être des autres. Si on... Juste un micro-point, Agnieszka, on va peut-être revenir là-dessus. Donc, quand on lit ça, ça peut paraître paradoxal qu'on s'attendrait à ce que ce soit une augmentation de l'apport de calcium qui va favoriser les lithiases, et si c'est le contraire. Tu vas revenir sur ce point-là, j'imagine. Mais les diminutions de consommation de calcium, ça intervient simplement dans l'augmentation de l'absorption d'oxalate. Donc, c'est par le fait de quélater l'oxalate lié en fait à un apport des protéines animales très élevées. Dans la population belge qu'on avait étudiée, on a 1,2 à 1,4 grammes par kilo par jour, ce qui est énorme. Et ça, c'est la source principale de l'oxalate, l'absorption d'oxalate et l'oxalaturie. Donc, c'est ça le lien avec le régime pauvre en calcium. D'accord. Et l'augmentation de l'apport en sel favorise sans doute une augmentation de la calciurie via l'expression de sodium. Tout à fait. OK. Voilà.
Donc, chez les enfants, quand vous voyez une cohorte de 300 enfants suivis, regardez de façon rétrospective, l'âge d'apparition des premières crises de colique néphrétique, elle est vraiment très faible. Et dans 89%, un peu plus, le facteur métabolique a été identifié comme un seul facteur dans plus que la moitié, et un tiers présente multiples facteurs de risque de litogène. Les facteurs les plus fréquemment rencontrés chez les enfants, contrairement aux adultes, c'est l'hypercalciurie idiopathique. C'est logique, c'est souvent les pathologies tubulaires. En plus, l'hypocitraturie, qui toutes les deux, elles peuvent être séparées ou en relation avec d'autres facteurs litogènes que je vous ai présentés dans le dia précédent avec les adultes. Donc, le fait que la pathologie augmente, bien évidemment, les coûts de soins de santé sont énormes. C'est pour ça que le consensus et l'amélioration de la prise en charge des pathologies lithiasiques est vraiment très, très importante. Quand vous regardez aux États-Unis, des données de 2000 montrent les coûts total de prise en charge de la pathologie lithiasique à 2,8 millions. En Europe, on n'a pas de données, en Belgique non plus. Et ce qui est très, très inquiétant, vraiment dramatique, quand on regarde les projections dans le futur en analysant des grandes bases de données provenant. C'est une publication qui provient des centres d'EPAC à Dallas. Le fait qu'on est devant une augmentation évidente de l'obésité, de diabète et augmentation du nombre de populations, donc population growth, il y aura inévitablement une augmentation dramatique de coûts liés à la prise du rolithiase, avec un coût additionnel estimé à 1,2 million par an à partir de 2030. Ce qui est important aussi à dire pourquoi on est ici aujourd'hui, parce qu'à l'état actuel, tout le monde est d'accord, la lithiase, ce n'est pas un calcul, c'est une maladie, c'est un désordre de métabolisme minéral. Et si on ne change pas la façon comment on travaille aujourd'hui, dans 30 ans, on va avoir une augmentation, doublement de la population qui présente cette pathologie-là. À l'état actuel, malheureusement, seulement 2 patients qui sont porteurs, qui ont eu la pathologie lithiasique dans le passé sont diagnostiqués. La majorité d'entre eux sont asymptomatiques. Malheureusement, cette pathologie affecte des gens qui sont dans la tranche d'âge la plus active au niveau de vie professionnelle, et on avait dit que la prévalence augmente chez les enfants. Ce qui est triste, il y a toujours trop d'admissions dans les urgences pour les crises aiguës, ce qui est lié en fait aux caractéristiques à la caractéristique de la pathologie, qui est une maladie avec très haut taux de récidive, surtout chez les enfants. Et il y a quand même des décès rapportés à la lithiase. Ici, je vous présente un cas, comment on peut aborder et qu'est-ce qu'il faudra peut-être regarder dans le futur, comment améliorer la prise en charge des patients lithiasiques. Voilà une jeune dame qui arrive chez nous pour un bilan de la pathologie lithiasique. Elle a des calculs bilatéraux depuis au moins 10 ans. Elle élimine constamment le sable et elle a au moins une grande crise de colique néphrétique par mois. Il y a 5 mois avant l'arrivée chez nous, elle a bénéficié d'une intervention urologique. Son traitement n'est pas relevant, juste corticoïdes pour une allergie. Son histoire familiale de la maladie lithiasique semble être banale au premier abord. Il y a quand même une consanguinité. Son hydratation, elle est faible, mais elle avoue de prendre régulièrement les produits laitiers. Donc, on essaie d'éliminer le plus rapidement les causes classiques de la lithiase. Elle est obèse et elle a des petites douleurs au niveau de 2 flancs. L'imagerie démontre la présence effectivement de lithiases multiples au niveau des 2 reins. Vu qu'elle est jeune, qu'elle a la pathologie bilatérale et que la maladie est hautement récurrente, on procède d'emblée à un bilan métabolique complet qui contient l'analyse des urines, qui est la récolte des urines des 24 heures, les urines du matin, la cristallurie par la méthode d'analyse en microscope, la culture urinaire et analyse de la composition de calcul et analyse morphoconstitutionnelle, ceci associé avec une analyse de la prise de sang. Voilà, c'est son calcul. Et
Voilà, c'est son bilan métabolique tel qu'on avait obtenu. Les anomalies qui sont ici, vous voyez, faible volume urinaire, pH urinaire plus ou moins correct, mais plutôt basse, calciurie normale, hyperoxalurie, hypocitraturie, hypernathrurèse et hyperuricurie. L'analyse dipstick classique et urinoculture sont négatives. La cristallurie est bien positive pour Webelite, suggérant la présence d'hyperoxalurie, ce qui colle avec nos résultats des bilans métaboliques. Donc, quel est votre diagnostic? Qui est pour A? Attends, laisse-nous d'abord. Je crois que tu es là pour nous apprendre à décoder tout ça. Hein. Quelqu'un veut se risquer Il y a plusieurs possibilités qu'on peut discuter, mais il y a une diagnostic qu'il ne faut pas rater. On y va? Allez, on y va. Donc, nous, on s'est basé sur ça, ce qui est actuellement vraiment très important et qui est oublié, c'est l'analyse des calculs. Il contient les empreintes des anomalies métaboliques que le patient, la patiente, a eues durant le processus de formation intrarénale. Donc, on a eu la chance, le calcul a été analysé par l'expert dans la pathologie lithiasique, professeur Michel Dodon. On a reçu les résultats en dehors de 2 heures quand on a déposé les calculs. Donc, les résultats étaient... Il s'agit très clairement, c'est vraiment ce qu'il nous a écrit par mail, très clairement de calculs de type 1C évoquant une hyperoxalurie primaire, très probablement de type 1 en plus, il y en a 3, donc par un déficit de AGT. Très bien. Donc, ici, dans ces cas-là, on a plusieurs hypothèses. On peut parler de l'hypothèse A parce qu'elle a une hyperoxalurie, donc peut-être ceci. On peut parler d'hypothèse C parce qu'elle elle est obèse, donc probablement l'apport en protéines elle est élevé. On peut parler aussi de E parce que le pH urinaire était assez bas. Et on sait très bien que chez les gens obèses, diabétiques, il y a un défaut d'ammoniogénèse. Ces gens-là présentent en général le pH urinaire aux alentours de 5,5, jamais plus haut. Et chez elle, la diagnostic qui prime, qui est le plus important, c'est l'hyperoxalurie primaire. On avait confirmé cela après par une analyse génétique. Que sur la forme des cristaux, oui, de calcul. On peut distinguer le type de cristaux d'oxalate. Donc les autres sont différents. Ça aurait été j'aurais encore mis le B aussi, hein, puisque dans les états de malabsorption, on sait qu'on a une augmentation d'absorption d'oxalate. Oui, on pourrait dire B parce qu'il y a hyperoxalurie, oui. Mais en général, il n'y a pas d'hypercalciurie. La calciurie est très faible. Mais ce qui est différent, c'est l'analyse des calculs. Dans les contextes de diarrhée chronique, c'est souvent 3A ou 1D quand il y a une obstruction ou vraiment un E quand il y a une hyperoxalurie entérique. C'est vraiment la structure de calcul qui est différente. Le cristal va être différent. La rapidité d'agrégation des calculs et les processus d'agrégation dans le système rénal va faire la morphologie différente. Ça, on peut discuter un autre jour. Vous avez ça, Jean? Pas du tout. Moi non. Donc, il y a 5 types de calculs vraiment très pathognomoniques où la présence de morphologie 1C, par exemple 5, c'est la cystinurie, c'est vraiment spécifique pour cette pathologie-là. Et c'est ça l'importance de l'analyse. Il suffit de donner de la pyridoxine et tout ça, non? Pas seulement. Okay. Ça sera trop simple. Donc voilà, les traitements, comme les traitements classiques, on conseille aux patients de prendre un régime pauvre en oxalate, pauvre en sodium, normal apport en calcium, augmentation de consommation d'eau pour obtenir un volume d'urine supérieur à 2,5 litres par 24 heures. La pyridoxine parce qu'elle avait une forme pyridoxine sensible et on administre le citrate de potassium puisque vous avez vu le pH urinaire était un peu plus bas et on sait bien que le citrate va diminuer l'agrégation du cristaux durant les processus de formation. C'est un inhibiteur de formation de calcul et de croissance de calcul. Elle a une amélioration significative de qualité de vie et les cristaux de Webelite disparaissent. Mais comme elle avait le diagnostic d'hyperoxalurie primaire, bien évidemment, on a fait un bilan complémentaire, on a dosé l'oxalate sérique qui était très élevé.
Et voilà l'évolution. C'est qu'on s'est rendu compte que sous régime, donc les traitements classiques qu'on administre pour tous les patients, le traitement A1 qui est ici, ça c'est le standard of care pour quasiment tous les patients lithiasiques. Après, on adapte en fonction du type de la pathologie. Chez elle, on avait été déjà optimal au niveau de traitement d'hyperoxalurie primaire, mais comme on sait que l'anthanum de carbonate est un chélateur d'oxalate aussi, indépendamment de chélation de phosphate, on avait mis empiriquement pour bénéficier de ce traitement-là également. Et vous voyez que le traitement a permis de réduire l'oxalatémie et oxalaturie. À l'état actuel, elle est sous nouveau traitement par Lumasiran et ça fait 2 ans qu'elle n'a présenté aucune crise de colique néphrétique aiguë, juste élimination des calculs spontanément. La dose de pyridoxine, 20 mg par kilo par jour. Ça, c'est les doses qui sont conseillées. C'est assez haute. Oui, c'est haute dose. C'est haute dose. Ouais. Donc, dans l'interrogatoire, quand on avait obtenu le diagnostic, d'abord sur la base d'analyse morpho-constitutionnelle des calculs et après l'analyse génétique, bien évidemment, on a poussé l'interrogatoire et on s'est rendu compte que cette patiente avait son frère qui est décédé d'un greffe hépatorénal pour une hypoxalurie primaire. Elle n'était pas mise au courant, elle ne savait pas ce que ça veut dire cette pathologie-là, elle ne savait pas que les calculs qu'elle présente peuvent être liés à la maladie de son frère. 10 ans d'errance diagnostique. C'est quand même fou, hein? On est en 2020 quand elle est arrivée chez nous. Voilà, donc visiblement, juste pour résumer ce cas-là qui est quand même exemplaire et qui présente les problèmes qu'on a dans le diagnostic de maladie lithiasique, ici, le diagnostic était posé extrêmement rapidement par l'analyse morpho-constitutionnelle. On avait confirmé par l'analyse génétique et grâce à tout ceci, elle a pu bénéficier d'usage compassionnel d'une nouvelle thérapie qui lui permet d'avoir une excellente qualité de vie. Donc, on peut se demander où est-ce qu'il y a un problème. Il y a des guidelines de la prise en charge qui sont très clairs. Les dernières, les guidelines de European Association of Urology sont vraiment très bien. Si vous voulez, je pourrais vous partager. Mais ce que je voulais aussi insister, c'est à part le bilan métabolique qu'on va aborder juste après, il y a vraiment des évidences multiples qui soulignent l'importance de l'analyse des calculs. Give me your stone, I will tell you who you are. On sait bien que l'analyse morpho-constitutionnelle permet d'améliorer le diagnostic étiologique et guider la thérapie. Et on sait bien que certains calculs qui présentent une morphologie particulière, comme un C, qui ont une caractéristique typique que vous avez vue, sont associés, selon les études publiées il y a longtemps, avec un risque de récurrence plus important. Donc, pardon? Imagine que maintenant, on a un patient avec un calcul à la garde. Où est-ce qu'on va envoyer ce calcul pour avoir ce type d'analyse? Donc, à Bruxelles, il y a le LHUB qui fait l'analyse morpho-constitutionnelle. Ils ont été formés pour faire d'abord la spectrophotométrie pour mesurer, pour analyser quelle est la composante chimique. Et ils font l'analyse morpho-constitutionnelle. Donc, le calcul est d'abord regardé de l'extérieur. On décrit la couleur, l'aspect. Est-ce que c'est rugueux ou pas? Est-ce que c'est lisse? Et après, on analyse la section parce qu'au niveau des sections, on peut avoir aussi les informations importantes. Donc, ils vont vous envoyer un rapport. Voilà le calcul en surface, telle caractéristique. La section, telle caractéristique. Poudre globale contenue en oxalate de calcium, autant %, carbapatite, etc. Et ils vont donner le type morphologique également. Donc, ça sont des données que Frédéric Cotton gère depuis 2007. On avait publié récemment un papier sur 5500 calculs qui confirme les données aussi métaboliques 1A, qui est un calcul typique de l'hyperoxalurie d'origine diététique. Donc, c'est tout à fait accessible et l'analyse prend plus ou moins 3 à 4 semaines parce que ce sont quand même des techniciens qui sont adaptés. Mais bon, il n'y a pas d'urgence ici en général. Donc, l'important c'est de poser un bon diagnostic. Voilà. Donc, on peut se demander pourquoi il y a tel gap par rapport aux connaissances que nous avons, parce que les publications dans la lithiase, ça explose. Donc, la physiopathologie, les problèmes, on les connaît très bien. Et on pourrait se demander, la prévalence augmente, les connaissances augmentent, ce qui est vrai. Donc, pourquoi la prévalence continue à augmenter? Parce que normalement, si on augmente les connaissances, normalement, on devrait, comme avec les COVID, on devrait diminuer la prévalence.
Cependant, ce n'est pas le cas. Donc, on pourrait dire, est-ce que l'épidémiologie est toute la partie clinique, elle n'est pas bien contrôlée parce que la physiologie n'est pas connue, ou le diagnostic est difficile, traitement est inconnu? Vous avez vu que c'est vraiment pas ça. Il y a probablement un autre problème qui est comment ces connaissances qui sont énormes, puisqu'on manipule maintenant les mRNA des enzymes dans l'hyperoxalure primaire, ne sont pas appliquées comme il faudrait. Et ça, c'est un problème de pratique par nous-mêmes, par les patients ou peut-être par les deux. Et ici, je vous présente une étude prospective qui a été menée au Canada. 530 patients qui ont présenté crise de colique néphrétique, qui ont été interrogés et qui ont été suivis par rapport au bilan métabolique. Des 530 patients, 420 a présenté des indications pour un bilan métabolique parce qu'il était à haut risque de récidive, donc c'est 96%. Des patients qui ont une même première crise de colique néphrétique ont été intéressés. Dans le monde actuel, on a l'impression que les patients, ils ne vont pas faire la récolte, ils ne vont pas venir, ils ne vont pas le faire. Non, les patients sont vraiment intéressés à faire un bilan métabolique et à les comprendre. Donc, on descend plus bas et on voit que le bilan métabolique a été réalisé chez la moitié des gens chez qui ça devait être fait. Ceux qui ont obtenu les résultats, c'est encore plus faible. Et ceux qui ont vraiment compris, c'est 82 patients de 420, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on a quand même beaucoup de patients qui sont pas diagnostiqués et c'est très important de pouvoir de faire un bilan métabolique correct. Pourquoi? Parce que chez les enfants, à part cette qualité de vie, à part la douleur, il faut savoir que la pathologie lithiasique est un facteur indépendant de maladies cardiovasculaires et de l'insuffisance rénale. Chez l'adulte, c'est aussi, on a une prévalence qui augmente, il y a un impact sur la qualité de vie, sur la qualité de vie professionnelle. Le traitement est quand même facilement applicable. Le traitement est facile, mais ce qui est difficile, c'est de le poursuivre à long terme puisqu'il s'agit d'une pathologie chronique. Et chez les adultes, on a un problème de désordre minéral déjà bien démontré, qui est une ostéopénie, un problème de minéralisation osseuse. Donc, c'est pour ça que je voudrais partager avec vous rapidement ici le consensus qui a été fait lors du 4e meeting international de la Fondation Menarini, une organisation qui est très impliquée dans la prise en charge de la néphrolithiase. C'est un meeting qui était fait à Vérone en 2019 avec l'idée de revoir quelles sont les évidences actuelles pour recommander la pratique clinique la meilleure possible en termes de quel type d'échantillon il faut faire, comment il faut les analyser, quel type d'analyse on doit faire dans les urines et est-ce qu'on peut avoir un certain monitoring de certains paramètres à la maison pour diminuer le risque de récidive. Et aussi, ils ont pris le temps à réfléchir comment mieux communiquer par rapport aux données de l'étude au Canada, comment mieux communiquer tout ce qu'on a comme des analyses et des indications lors des bilans métaboliques, comment communiquer ça aux patients pour qu'ils puissent les comprendre et pour qu'ils puissent les appliquer. Également, il y a une réponse par rapport à quel type de méthode d'analyse de calcul et de cristaux devrait être réalisée. Donc, effectivement, l'analyse des urines est essentielle pour la prise en charge compréhensible des patients qui font les calculs rénaux. Cela doit être réalisé avec les études métaboliques en plus, l'analyse de calcul et l'évaluation diététique. C'est vraiment très important. La récolte des urines de 24 heures est essentielle pour le diagnostic, mais aussi pour follow-up de ces patients-là. Et devrait être utilisée dans cette but-là. En général, pour poser le diagnostic, on demande 2 récoltes des urines de 24 heures, qui sont une récolte qui est faite durant la journée typique de travail, chez les gens qui travaillent, et deuxième récolte devra être faite durant le week-end pour un petit peu comparer les différences et moyenner les résultats. La récolte va être réalisée 2 mois environ après la crise aiguë ou après une intervention urologique. C'est qu'il faut aussi signaler que le patient ne doit pas modifier son régime diététique. La répétition de ces récoltes est conseillée entre 3 et 6 mois en fonction de contrôle des facteurs lithogènes.
Et ce qui est très, très important, c'est aussi de faire une éducation correcte des patients, comment la récolte doit être faite, parce que parfois la récolte elle est incomplète ou le patient boit plus pour remplir justement 3 litres de conteneurs. S'il fait un effort de faire bien la récolte des urines de 24 heures, si elle n'est pas bien faite, on ne pourra pas l'interpréter les résultats correctement. Bien évidemment, la chimie urinaire est un facteur pas parfait d'évaluation des régimes diététiques, mais c'est quand même assez utile d'approcher globalement les régimes en termes d'apport d'oxalate, en termes d'apport de sodium et aussi surtout le volume urinaire. C'est très important pour appliquer le traitement et aussi évaluer l'efficacité de mesures préventives que les patients vont appliquer. La récolte des urines ne devra pas se faire sur un échantillon où on a des conservants parce que ça peut intervenir dans le dosage de certains paramètres et intervenir dans les calculs de supersaturation. Donc, on a ce qu'il faut dire que le conservant doit être autre que conservant acide, puisque on va intervenir dans la solubilité de certains composés chimiques. Quand les urines arrivent au laboratoire, le pH urinaire doit être mesuré immédiatement avec pH mètre et pas avec un tigette, parce qu'il y a certaines pathologies qui sont pH dépendantes. Il faut bien secouer les pots avec la récolte des urines de 24 heures pour détacher les cristaux. D'abord des parois. Après, quand ils sont libérés, on analyse 2 échantillons. Le premier qu'on acidifie très fortement pour dissoudre les cristaux d'oxalate et de calcium. Et deuxième, on acidifie pour dissoudre acide urique et pour avoir une mesure quantitative. En général, dans routine, on regarde le volume, le pH, le calcium, le sodium, oxalate, citrate, l'acide urique, l'urée et créatinine. Dans certaines mesures, on peut également regarder l'excrétion de potassium, de magnésium, de phosphate, de chlore, sulfate dans certains laboratoires ou de l'ammonium. Cependant, ce n'est pas une pratique courante. Il y a quand même des zones d'ombre par rapport au dosage et l'importance des inhibiteurs autres que le citrate. Donc, c'est encore un domaine de la recherche. À l'état actuel, on se base sur le premier volet de dosage. Ce qui est clair qu'il y a une grande différence en différents pays. Donc, la standardisation de mesures, par exemple d'oxalate ou de citrate, doit être standardisée. Et dans le futur, on a besoin de plus de données concernant les mesures plus rapides de cystine qui est soluble et insoluble pour le monitoring de traitement chez les patients avec une cystinurie. Il est possible que les patients puissent monitorer l'efficacité de son traitement à la maison. Cependant, on est assez limité. À l'état actuel, on monitore le volume des urines de 24 heures et on peut demander aux patients de suivre le pH urinaire. Il faut quand même bien l'instruire et expliquer pourquoi certaines valeurs doivent être maintenues dans les ranges thérapeutiques. Voilà. Donc, ça, c'est surtout pour les patients qui sont sous citrate dans les thérapies alcalinisantes, comme les patients avec la cystinurie ou les patients avec lithiase d'acide urique. On utilise les index de supersaturation pour estimer le risque de formation de cristaux qui prédirait les risques de formation de calcul. Il y a différents softwares qui sont disponibles online. C'est possible à le faire. À l'état actuel, le laboratoire LHUB qui nous fait l'analyse de composition de tous les éléments ne nous donne pas encore la supersaturation. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on devra travailler dans le futur et probablement on va travailler avec EQUIL2. Il y a d'autres indices qui ont été étudiés par certaines personnes dans certains pays. Cependant, les groupes de consensus, il est clair, elles sont ciblées juste sur une certaine pathologie. Elles demandent quand même des mesures
spécifiques dans certains dosages. C'est pour ça qu'elles sont réservées que pour la recherche et à l'état actuel, on n'utilise pas dans la pratique clinique. Ce qui est important, c'est essayer de également travailler avec le côté de la compréhension des patients. Et ici, il y avait deux jolies propositions. La première, qui est une proposition de professeur Asplin de centre à Chicago, qui montre aux patients, voilà, vous présentez les facteurs de risque lithogènes qui sont en rouge. Par exemple, au début de la prise en charge, le patient avait un apport alimentaire trop élevé en sodium, et puis au fur et à mesure, quand il applique les mesures et le traitement, la natriurése diminue. Ces outils sont très importants parce que le patient voit l'importance des mesures thérapeutiques qu'on lui demande de faire, et en tout cas, il est motivé pour continuer. C'est ça le but de la prise en charge thérapeutique après quand le diagnostic est posé. Et ici, c'est une présentation du professeur Robertson, comment on peut estimer par rapport au dosage d'acide urique, de calcium d'oxalate et de phosphate, plus le citrate de pH, le risque de formation, donc c'est la probabilité de formation ou de calcul d'acide urique ou d'oxalate de calcium. Dans toutes les recommandations, j'ai vu nulle part la recommandation d'utiliser des thiazides pour diminuer l'expression de calcium. Si. Ça c'est le traitement classique. Dans le cadre de l'hypercalciurie, on administre le thiazide. Ça n'a pas changé. Non. Donc, ici, concernant la cristallurie que vous voyez habituellement telle qu'elle est mesurée et fournie par les automates, elle n'est pas adaptée. Il y a des cristaux qui ne sont pas reconnus comme les cristaux de cystine, comme les cristaux des antibiotiques, de médicaments. Il y a une cristallurie qui a été établie, la méthodologie établie par professeur Dodon, qui est une analyse sous microscope d'un échantillon d'urine du matin frais, où on regarde la forme, la structure et on mesure le nombre de cristaux par millimètre cube pour relier la pathologie avec le type de cristaux. Wewelite, on aura plus la tendance à parler d'hyperoxalurie, ou de hypercalciurie, cystinurie, etc. Donc, ça, c'est très utile. Les urines doivent être acheminées au laboratoire en dehors de 2 heures. C'est une analyse aussi qui est disponible à LHUB. En général, on demande des patients chez nous de faire une récolte des urines de 24 heures de samedi soir jusqu'à dimanche soir. Ils gardent ça à la température ambiante. Le matin, lundi, quand ils se réveillent, le premier urine du matin, sans manger, sans boire, va dans un 12e pot qui est un pot de 400 ml. C'est une miction entière du matin où on regarde la densité et le pH, aussi le calcium pour analyser éventuellement l'hypercalciurie d'absorption ou d'origine résorptive ou rénale. Et il y a un échantillon qui part aussi pour la cristallurie au laboratoire de LHUB. Et vous voyez l'utilité chez notre patiente. Il y avait Wewelite au début quand elle a été prise en charge. Dès qu'on a mis un traitement classique, la cristallurie a disparu. Et c'est ça l'intérêt de monitorer les patients avec ces petites valeurs-là, parce que c'est une pathologie qui est chronique. Comment les motiver de faire une prévention pendant plusieurs jours, mois, pour prévenir un risque de récidive 1 sur 2 dans 5 ans? Quand ils voient l'évolution de la cristallurie et disparition, ils sont quand même motivés. Donc, ils disent, ah oui, voilà, c'est vrai, je bois plus, je mange moins d'épinards et j'ai pris un produit laitier en plus à midi. Donc, voilà, c'est utile. Et effectivement, le consensus était très clair. Il faut utiliser cette technologie, mais elle doit être plus automatisée parce qu'à l'état actuel, elle est encore personne dépendante. Donc, il faut un technicien entraîné qu'on peut former à Paris pendant une durée de 5 jours où ils lisent plusieurs échantillons, il y a des tableaux d'éducation, donc c'est tout à fait faisable. Et ça s'est fait tous les ans. Donc voilà, ça c'est un microscope dans les urines très frais. Les calculs, c'est très important. Je pense que vous avez été convaincus de type d'information qui peut nous livrer. Il faut analyser la composition en utilisant spectrophotométrie infrarouge ou la diffraction basée au rayon X, et absolument la classification morphoconstitutionnelle de calcul, elle est très importante.
Donc, on arrive à la dernière question. Est-ce que le fragment de calcul peut être analysé, puisque à l'état actuel, les techniques de traitement urologique sont tellement poussées que je ne sais pas si on va encore avoir longtemps la possibilité d'avoir le calcul. La pulvérisation à l'état actuel est tellement petite que certains patients, voilà, j'ai eu calcul, je suis passée en urologie, mais je n'en ai plus, c'était juste un sable. Cependant, même s'il y a des petits fragments de calcul, c'est important de pouvoir aussi l'analyser. Donc, dans notre clinique, chaque fois que le patient a la possibilité de nous apporter le calcul, on l'analyse. Et parfois, on voit un switch de morphologie. Par exemple, un patient cystinurique qui va avoir une alcalinisation très, très élevée. Il n'est pas rare qu'il a une composition en plus, un petit peu de carbapatite, qui en fait est liée à pH urinaire et l'hypercalciurie, qui nous dit, voilà, il faut peut-être réduire un petit peu l'alcalinisation. Donc, c'est intéressant. Comment nous on fait? Voilà. Chez tous les patients symptomatiques ou asymptomatiques qui a eu un calcul ou a un calcul rénal, on s'efforce à établir l'étiologie et évaluer les complications. Donc, il y a une identification de désordres métaboliques par les analyses qui sont affichées à gauche que nous avons déjà parlé. Tout ceci a l'importance pour instaurer un traitement spécifique pour chaque patient. Il faut instaurer à ce moment-là un suivi régulier et le but, c'est de diminuer la progression de la pathologie lithiasique et de diminuer surtout la récurrence de calculs. En même temps, on évalue les complications qui sont liées à la pathologie rénale de façon plus importante que chez quelqu'un sans pathologie lithiasique, donc la maladie cardiovasculaire, l'hypertension, l'insuffisance rénale, bien évidemment la fonction rénale. On fait le bilan classique que vous connaissez, on instaure très précocement les mesures de néphroprotection, on adapte les traitements, on suit régulièrement pour diminuer la progression de l'insuffisance rénale, des complications cardiovasculaires, mieux contrôler la tension parce que les deux sont liés. Et tout ceci doit se faire en regardant très, très bien ce qu'on appelle exposome, donc les micro-environnements de chaque patient qui est spécifique, qui est souvent lié aux habitudes, à l'ethnie, aux habitudes alimentaires qui sont importants à connaître et à identifier, parce qu'elles sont reliées à deux pathologies. Donc, le suivi qui permet le diagnostic, l'évaluation de l'efficacité du traitement, ma première visite, un bilan complet, puis deuxième visite, le patient a une identification de facteurs de risque litogène, on adapte les indications diététique, on envoie chez la diététicienne et à ce moment-là, on travaille en binôme avec elle, puisqu'on ne connaît pas tout sur la diététique. On peut dire, voilà, nous, on a besoin de corriger l'hyperoxalurie, l'hyperuricurie, et parfois, il y a le diabète qui est associé. Le patient revient chez nous après 2-3 mois quand il a compris, quand il a appliqué pour vérifier si tout va bien. Et voilà, s'il va bien, on espace le suivi tous les 3 mois, 6 mois, une fois par an. Donc, on fait ça jusqu'à ce que les anomalies soient contrôlées. Donc, c'est en général un chemin très long. Il faut le voir fréquemment parce qu'il se décourage. Donc, le voir tous les 3-6 mois, c'est bien. C'est un team pluridisciplinaire qui va réussir à motiver le patient. Il y a plusieurs intervenants, urologues, anesthésistes. C'est très important de récupérer les calculs. La diététicienne, c'est le bilan. Peut-être programme patient-partenaire pour expliquer de façon différente les tenants et les aboutissants des bilans, des traitements et de l'importance de suivi. Généticien, radiologiste, biologiste, néphrologiste et l'éducation thérapeutique, parce que si le patient va comprendre, il va adhérer au traitement. Et ça, c'est beaucoup de travail. Ici, on avait fait une petite analyse concernant qui, en fait, en Belgique, prend soin de ces patients-là. Et comme vous voyez, c'est principalement le néphrologue, le diététicien et le patient lui-même qui est impliqué, beaucoup moins les urologues qui sont impliqués dans le suivi métabolique. J'aimerais bien que vous puissiez garder dans le mémoire que le calcul, c'est un point d'iceberg des différentes anomalies qu'il faudra identifier pour qu'ils ne reviennent plus. Donc, regardez plutôt la partie invisible. Le message que j'aimerais bien partager avec vous, c'est surtout garder l'importance de l'analyse des urines et de l'analyse morpho-constitutionnelle
pour le diagnostic et le suivi de traitement de maladies lithiasiques. La récolte des urines de 24 heures, c'est vraiment essentiel. Elle doit être bien faite et si elle est bien faite, elle va vous permettre de dépister différents facteurs prolitogènes et d'expliquer aux patients pourquoi il doit le faire. L'éducation est très importante. On doit prendre plus de temps pour nos patients, ce qui n'est pas tellement évident parce que nos consultations sont assez remplies. L'analyse correcte de calcul, c'est le diagnostic et le management, et ça doit être appliqué chaque fois que le patient arrive avec un calcul. Et ce qui est différent par rapport à la consensus où ils ont souligné que l'évaluation de cristallurie pourrait être pour nous, dans notre clinique, pour nous, l'analyse des cristaux, elle est très utile parce que ça permet de stimuler le patient et maintenir l'adhérence thérapeutique. Et je conseille que cette technique-là puisse être appliquée dans beaucoup plus de centres parce qu'elle est facilement, il est facilement apprendre comment il faut le procéder et implémentation demande juste un petit échantillon des urines. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'étais claire et si vous avez des questions. Merci beaucoup, Agnieszka. Cet exposé. On va enlever le partage d'écran. Voilà. OK. Alors, questions, commentaires? Oui, oui. Dans la prise en charge, est-ce que la correction de l'obésité soit un impact ou elle passe par l'amélioration de la diète? L'obésité en tant que telle va intervenir dans l'hyperoxalurie et l'alcalinisation. On travaille sur les deux. Donc, on fait la diète adaptée, mais aussi on diminue les calories, on encourage les efforts physiques. À l'état actuel, chez les obèses, on s'est rendu compte qu'il y a un effet, le fait qu'il y a un climat pro-inflammatoire, il y a une inhibition des transporteur d'oxalate qui est impliqué dans l'excrétion d'oxalate au niveau intestinal. Donc, le fait d'inhiber ces transporteurs, ils ont une absorption plus importante. Et l'impact alors des antibiotiques, parce que vous oui. avez dit Oui. qu'il y a une... Vous avez posé la question. L'agent aussi voulait poser la question. Mais il y a tous les antibiotiques qui vont perturber la flore intestinale parce que les bactéries consomment l'oxalate. Donc, ça suffit juste qu'on déséquilibre la flore intestinale, il y aura moins d'antibiotiques qui vont utiliser l'oxalate. Notre organisme n'utilise pas l'oxalate, c'est un métabolisme final. Et deuxième, probiotiques sont utilisés pour diminuer l'oxalaturie, le fait que certaines bactéries, justement, vont utiliser l'oxalate comme une source d'énergie dans leur cycle de Krebs. Est-ce que vous avez aussi souligné qu'on retrouvait des cristaux d'antibiotiques? Ah oui, les antibiotiques peuvent agir de façon différente. D'abord, par ces faits qui vont déstabiliser la flore, donc ils vont favoriser, par exemple, le mucoviscidose, c'est un cas typique. Les gens avec mucoviscidose font beaucoup de cristaux et de lithiase d'oxalate de calcium parce qu'ils ont une perturbation de flore intestinale. C'est ça. C'est ça, donc il ne consomme pas. Mais l'antibiotique en soi peut donner des cristaux. Amoxicilline, tenofovir. On avait eu un cas récemment de néphropathie cristalline liée à tenofovir. Quelqu'un qui avait la diarrhée, les vomissements, voilà, pH urinaire basse, et le tenofovir va précipiter. Donc ça, c'est connu. Et je n'ai pas parlé encore de pathologies très, très rares, mais qui sont graves, comme un déficit de 2,8-dihydroxyadénine, une pathologie héréditaire. On peut passer à côté si on ne fait pas la cristallurie, parce que les cristaux sont vraiment très, très spécifiques. Dans ce cas-là, de certains usages antibiotiques, est-ce qu'il y a intérêt à modifier qui pourrait avoir un impact sur le pH urinaire? Oui, donc pour tenofovir, c'est très classique. On alcalinise les urines si les patients sont à risque. Si on a des diarrhées, on travaille sur ça aussi. Oui.
Et en général, les gens qui vont avoir les antibiotiques, c'est souvent les troubles gastro-intestinaux. Donc, il y aura la diarrhée, il y aura une acidose métabolique qui va s'installer et du coup, le citrate au niveau urinaire va diminuer. Donc, il y a une complexité des interactions. C'est la beauté de la néphrologie. C'est une raison complémentaire de supplémenter dans le cadre de tout autre sujet de l'ostéoporose plutôt que de carbonate de calcium, du citrate de calcium. Il y a tout un... C'est une excellente question qu'on est en cours de réfléchir avec le professeur Body parce qu'il y a quand même, c'est ce qu'on appelle une acidose métabolique subclinique. Si vous êtes vigilant et si vous regardez le pH de votre patient obèse, même à la tigette, vous allez voir s'ils n'ont pas d'infection urinaire, ils ont un pH vraiment très acide. Et ils ont souvent une hypocitraturie parce qu'il y a un régime qui est riche en protéines animales, qui est un régime acidifiant, donc il y a une haute charge acide et consommation de tout ce qui est le buffer. Et en plus, ils ont un défaut de production d'ammonium. Donc, une étude, si vous êtes intéressé, citrate et progression. Je vais lire le papier. Quand on observe une hyperglycémie chez le patient, donc en dehors de la diète et d'une prise en charge alimentaire correcte, est-ce qu'il y a intérêt à diminuer alors, les hypoglycémiants et lesquels cette hyperglycémie pour réduire l'impact de risque de calcul durable? Donc, c'est une question qui peut être regardée de deux façons. Si on veut diminuer, si on veut agir juste sur la concentration d'acide urique, oui, il y a un intérêt. Et selon les guidelines américaines et européennes, on conseille d'instaurer le traitement quand l'acide urique dans les urines est supérieur à 1 gramme par 24 heures, à condition que le patient a obtenu les règles diététiques. Parce que c'est très facile de prescrire un médicament, tandis que le problème, c'est vraiment l'alimentation. Et il ne faut pas oublier non plus que si on a le problème d'hyperuricurie, indépendamment s'il y a une hyperuricémie, l'avantage de cette anomalie, qu'elle est pH dépendante. Donc, les calculs d'acide urique bien identifiés, ils vont disparaître si on augmente le pH. Donc, il faut bien administrer le citrate de potassium. Nous, on n'utilise pas beaucoup de xanthinoxydase. Ça peut être allopurinol ou febuxostat. On s'obstine à maintenir le pH supérieur à 6,5 et les calculs disparaissent. Pardon? Oui, pH supérieur à 6,5. 6,5, oui. Donc, finalement, par rapport à la question sur l'acide urique, l'uricosurie est finalement plus importante encore que l'uricémie. Je veux dire, par rapport à la décision de traiter et pour diminuer l'acide urique urinaire. Quand on a une hyperuricémie, bien évidemment, on va la traiter parce que si les patients ne corrigent pas avec le régime, il y a une indication claire selon les guidelines de cardiologie, indépendamment de la lithiase. Mais nous, on regarde l'acide urique vraiment en fonction du pH. Pour nous, le pH qui est à 6,5 chez quelqu'un qui a 600, 500 mg par décilitre, on est tranquille parce qu'on sait bien que ça ne va jamais précipiter. Le fait de propriétés physico-chimiques, pK qui est plus vers la partie acide, 5,5 aux alentours. OK. Bien. Et donc, parce que je me souviens avoir entendu il n'y a pas longtemps dans le cadre d'un cours sur l'hypertension que le traitement en soi de l'hyperglycémie chez un patient non symptomatique, soit d'une goutte ou d'un problème de thèse rénale, n'était pas en soi quelque chose de formellement établi. Sauf si on montait à des valeurs vraiment fort élevées d'acide urique. Ça reste vrai. 13 mg. Voilà. En dessous de ça, on ne traite pas l'hyperuricémie. Dans la société d'hypertension, ils le mettent comme facteur de risque à contrôler qui va être inférieur à 6,5. C'est le guidelines de 2019, je pense, si je me souviens bien. OK. Bien. Voilà, une question ouverte. Une question ouverte. Voilà. OK. Bien. Une question, commentaire. Qui de vous a eu déjà des calculs? Parce qu'en général, c'est une personne sur 10. Ah, quel est calcul? Il y a tellement de questions.
Ah vous? Ah, vous voyez, donc c'est pas si rare. Hein? Et vous connaissez déjà la composition de vos calculs? Ah, ok. On peut s'occuper. Ok, bien. S'il y a des questions sur l'extérieur, on donne le micro, bien entendu, volontiers. Ah, José a une question. Tu peux poser ta question, José. On vous écoute. Non, effectivement, j'ai des pierres, mais je ne connais pas la composition. Effectivement, comme vous avez dit, ça a été lithotressier, et donc c'est des petites poussières qui, voilà. Mais vous avez raison, voilà. Bon, merci. Ok, mais voilà. Mais... Donc, n'oubliez pas la partie invisible, parce que la visible a été enlevée. Maintenant, il faut s'occuper de la partie invisible. Très bien. Merci beaucoup, Agnieszka. Merci à vous aussi. Les participants et à la semaine prochaine. Merci.